Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes et tous. Madame Elena Bonetti, président Villari, chère Ariane Paidley, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous donner la bienvenue au Palais Farnèse pour cette conférence d'inauguration de notre cycle d'automne des débats, des idées consacré au défi de la transition démographique. Nous avons choisi ce thème parce que la transition démographique représente l'un des grands défis auxquels la France, l'Italie et bien des autres pays européens sont confrontés. 2025 marque en fait un moment crucial pour nos deux pays. En France, cette année, nous avons assisté à un véritable tournant démographique. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de décès a dépassé celui des naissances. L'Italie vit cette réalité depuis quelques années. Elle a lancé des politiques pour aider et promouvoir la natalité. En France, le président de la République, lui, a mis l'accent sur un réarmement démographique et sur la lutte contre l'infertilité. France et Italie se trouvent donc devant un grand défi, la transition démographique qui nous interroge, qui soulève des questions politiques, sociales, géopolitiques, voire même intimes liées à la vie privée. Et c'est sur ces défis que nos débats vont se concentrer aujourd'hui. Notre cycle prévoit de nombreux rendez-vous depuis septembre jusqu'à novembre, et non seulement ici au Palais Farnèse, mais également dans différentes villes d'Italie. Grâce au réseau des instituts français de Milan, Naples, Florence, Palerme, aux Alliances françaises de Bologne et de Gênes, au Club des lecteurs de Turin, au Centre associatif Crési Plus de Palerme, et avec la collaboration d'universités prestigieuses, l'Université Bocconi, Luis et l'Université de Naples, Frédéric II. Pour comprendre à fond les changements qui se déroulent sous nos yeux, il faut se baser sur des données solides ainsi que sur une approche scientifique rigoureuse. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir deux démographes qui ont une renommée mondiale, un Italien et une Française. Ariane Paidley, directrice de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, institut de référence, un phare en la matière, et le professeur Francesco Billari, président de l'Université Bocconi. Je le remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir, et je le remercie également parce qu'il a accueilli à l'Université Bocconi une des conférences du cycle consacré au rôle des migrations dans les changements démographiques qui auront lieu le 22 octobre. La conférence d'inauguration d'aujourd'hui ayant pour titre « Rythme, temps de vie, futur, une nouvelle transition démographique » sera introduite par Madame Elena Bonetti, présidente de la commission d'enquête de la Chambre des députés sur les effets économiques et sociaux de la transition démographique. Elle nous honore de sa présence aujourd'hui. Madame Bonetti, je vous remercie de tout cœur de votre présence. Votre apport donne une signification particulière au dialogue et à notre échange sur un thème ô combien crucial pour nos deux pays et pour l'Europe tout entière. In fine, je voudrais
adresser mes remerciements les plus sincères à notre partenaire Edison, dont le soutien précieux rend possible ce cycle de rencontres. Je remercie également Carlo Marroni, notre modérateur, rédacteur en chef du Sole 24 Ore, connaisseur de cette matière et qui s'est penché sur le thème de la démographie dans ses éditoriaux, dans ses articles. Je remercie mon équipe fantastique qui a organisé cette rencontre. Je donne maintenant la parole à Madame Helena Bonnet et je vous souhaite bonne écoute et un dialogue fructueux. Merci beaucoup. Buonasera a tutte e a tutti. Bonsoir à toutes et tous. Je suis particulièrement reconnaissante à Monsieur l'ambassadeur de cette invitation que j'ai accueillie avec une grande émotion. C'est un honneur pour moi parce qu'avec l'ambassade de France et avec la France, notre Parlement, eh bien, nos gouvernements ont travaillé ces dernières années et ils ont interagi, ils ont relevé des défis communs, stratégiques et importants, non seulement pour l'Italie et la France, mais pour l'Europe tout entière. Et je suis vraiment honorée en tant que président de la commission parlementaire d'enquête sur les effets économiques et sociaux de la transition démographique en cours. Il s'agit là d'une nouvelle commission que le Parlement a bien voulu mettre sur pied pour la première fois dans notre histoire pour traiter avec une approche stratégique et percutante le défi que l'ambassadeur vient d'évoquer. Je me permets de remercier par votre entremise votre équipe merveilleuse parce que l'ambassade nous offre une occasion de très haute qualité. La transition démographique, d'autres le diront mieux que moi, et je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas énoncer des chiffres. Les savants qui prendront la parole après le feront mieux que moi, mais dans les grandes lignes, chacun sait que l'Italie est un cas d'école au niveau européen, en ce sens que nous avons un record sur toutes les variables qui caractérisent la transition démographique. Et je songe à la question de la longévité, qui est un élément positif, mais un élément négatif. Le taux de natalité, nous avons un solde négatif entre les naissances et les décès. La question de l'emploi des jeunes et des femmes. Bref, nombreux sont les éléments sur lesquels l'Italie a fait fausse route, s'est trompée de stratégie. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui exige une réponse urgente. Mais la question fondamentale sur laquelle je voudrais m'attarder est la suivante. Pourquoi devons-nous nous en occuper? Et je pense que la prise de conscience publique est importante. Tous doivent savoir que nous devons aborder ce thème de manière percutante, mais c'est une prise de conscience qui requiert du temps. On parle souvent de la non-durabilité à long terme, par exemple du système de retraite, et c'est là une question que nos pays partagent. Mais à côté de cela, il y a une autre question beaucoup plus profonde. Les choix des politiques que nous faisons aujourd'hui en France et en Italie ont des effets sur la dette publique. La dette publique, même si d'une manière non consciente, se rabat sur les nouvelles générations. Aujourd'hui, être en mesure de traiter la transition démographique signifie nous réapproprier un élément crucial du choix démocratique que l'Italie et la France ont fait au niveau européen, un pacte générationnel et intergénérationnel qui met la personne au centre et qui valorise une équité entre les générations. Il s'agit là d'un élément de la Constitution incontournable en Italie et c'est un point qu'il convient de rappeler toujours. À côté de cela, il y a un grand défi, le défi européen. Le rapport du président Draghi le dit haut et fort. L'Europe doit devenir aujourd'hui leader de son destin, de sa sécurité, de son avenir.
l'avenir. Et pour ce faire, l'Italie doit devenir à nouveau le protagoniste dans le contexte international. Et cela n'est pas possible que si l'on relance une capacité de productivité. Mais derrière le mot productivité, on peut lire en filigrane la mise en œuvre de toutes ces énergies qui doivent être réactualisées, libérées, etc. Nous avons travaillé ensemble, France et Italie, dans le contexte européen, sur la question des femmes, de l'autonomisation des femmes. Le défi consiste à former les nouvelles générations. Le président Macron était très attentif. Il a reconnu qu'il faut renouveler, qualifier les compétences de l'école française. Je songe aux matières STEM, innovation technologique. Il en va de même pour l'Italie, qui doit faire cela nécessairement. Mais il faut renouveler également les politiques publiques. Notre commission, la commission dont je suis présidente, voudrait travailler non seulement en Italie, mais côte à côte avec les amis français pour reprogrammer la méthode de la politique publique en réfléchissant à une politique. Peut-être le professeur Bill y reviendra, capable d'incarner les différentes échelles de la démographie. Donc, la capacité de répondre aux questions des citoyens, mais toujours avec une vision à moyen et à long terme. Les lois de la comptabilité de l'État européen doivent considérer que les dépenses d'aujourd'hui doivent suivre un parcours d'efficacité qui doit être évalué sur le long terme. En Italie, à la demande de notre commission, nous avons souligné l'exigence d'évaluer dans les lois de comptabilité l'impact démographique de chaque loi qui sera promulguée. Il faut cette prévision, cet horizon, et ce, non seulement pour limiter les coûts, mais pour que les investissements soient plus efficaces et donner des réponses systémiques à moyen et à long terme. Ainsi, la capacité de prévoir des objectifs de prévision, d'organisation, de planification des politiques publiques dans le cadre démographique est une manière de réorganiser la politique publique en évaluant son impact et en définissant sa stratégie afin de poursuivre donc des objectifs visant l'amélioration de la condition non seulement de l'Italie, mais de l'Europe tout entière. Je suis sûre que le cycle de conférences qui s'ouvre aujourd'hui contribuera de manière efficace au débat dans cette direction et j'appelle de mes voeux que les relations entre la France et l'Italie sur ce thème, compte tenu de nos similitudes, pourra se développer de plus en plus. Et je dis cela non pas pour vous lancer des fleurs, mais parce que je suis consciente que la France a une des politiques démographiques qui figure parmi les plus efficaces. Et pour moi, cette loi est pour moi un modèle positif. Merci et bon travail à tous. Bonsoir à tous et tous. Merci de votre participation. Merci, Madame Bonetti. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous espérons que la commission que vous présidez et qui rédigera un rapport à la fin de la législature, nous espérons vraiment que ce rapport pourra ouvrir la voie aux bonnes décisions. L'Italie et la France sont confrontées à la transition démographique, et ce, depuis longtemps. C'est donc un moment particulier pour l'Italie, depuis longtemps déjà, et la France, depuis quelque temps, a pris conscience du problème démographique. Il y a des différences entre nos deux pays, mais nos rapporteurs vous en parleront. Monsieur Francesco Billari, professeur de démographie
président de l'Université Bocconi, et Madame Marianne Paide, directrice de l'INED, un institut qui n'a pas d'équivalent en Italie. En Italie, nous avons ISTAT, qui fait un travail exceptionnel au quotidien sur ce thème, mais il nous offre des chiffres, des données. Mais il faut faire des politiques après cela, n'est-ce pas? Je voudrais donner la parole à Ariane, Madame Ariane Paide, d'abord, et je vous pose la question suivante. À l'heure actuelle, quelle est l'urgence principale évoquée par la présidence française il y a un an, si je ne m'abuse, un an et demi, en utilisant des termes très, très forts, qui a suscité un certain étonnement en Europe, parce que nous savons tous que la France est depuis toujours un exemple positif. Mais cet exemple positif, évidemment, a besoin d'être remodulé, comment dire. Merci. Vous avez la parole, madame. Oui, c'est bon. Merci et merci pour votre invitation. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Donc effectivement, la question démographique est très présente dans le débat politique et médiatique en France. Et elle a toujours été présente. Tous les présidents depuis la Deuxième Guerre mondiale ont porté un intérêt très important à la démographie en France et en particulier à la fécondité. Mais depuis 2024, il y a un nouveau regain de ces questions au niveau politique et au niveau médiatique en raison de la baisse récente de la fécondité depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que le président Macron en 2024 a lancé un programme de réarmement démographique. Donc la terminologie a fait beaucoup parler de par son caractère militaire et engagé, donc avec un double mouvement de développer les congés parentaux et également de favoriser la fécondité médicalement assistée. Donc, la fécondité a baissé et aujourd'hui, le nombre d'enfants par femme est en France de 1,62, alors qu'en 2010, à son maximum, il était à plus de 2, donc 2,1. Donc, on assurait le renouvellement de la population, alors qu'aujourd'hui, donc, on est bien en deçà de ces seuils. Un deuxième point dans la temporalité important a été au mois de mai, où il y a eu la publication d'un tweet de la part d'un économiste qui a dit qui a montré et observé que sur les 12 dernières années, le nombre de décès était supérieur au nombre de naissances. Ce qui est assez symbolique, donc on a un solde naturel négatif, et donc si on continue comme ça, si on observait simplement les décès et les naissances, une baisse de la population, on parlera de l'immigration par la suite. Alors ça fait flamber les discussions, les médias, parce que c'est très symbolique. Du côté des démographes, c'est pas une grande surprise. Les observateurs l'attendaient 2 ans plus tard, mais c'était pas une grande surprise. Et puis le troisième moment important, ça a été au mois de juillet, la publication par l'INED de résultats d'une enquête, qui est une enquête menée en France, mais qui a son équivalent en Italie et dans d'autres pays européens, sur les intentions de fécondité, sur le nombre idéal d'enfants. Et cette enquête a montré qu'il y avait une baisse importante à la fois du nombre idéal d'enfants, c'est-à-dire qu'avant il était à 2,7 et maintenant il est à 2,3. Donc les projections que les gens se font sur l'idéal de la famille ont changé. Et puis, de façon plus importante, on demandait aussi aux gens quelle était pour eux leur intention d'avoir des enfants. Et alors qu'on était à la fin des années 90 à 2,5 enfants par femme, hommes et femmes voulaient 2,5 enfants, là on est à moins de 2, notamment chez les plus jeunes. Donc en fait,
il y a un changement très fort, notamment chez les jeunes, qui envisagent pour eux-mêmes avoir moins d'enfants. Donc les intentions sont moins fortes. Et on sait par ailleurs que les intentions ne sont pas toujours réalisées. Elles sont mieux réalisées en France qu'en Italie. On y reviendra sûrement dans le débat. Donc, à l'avenir, on risque d'avoir un maintien de la baisse de la fécondité. Donc ça, c'est très nouveau parce que dans les débats entre démographes, on disait que cette baisse de la fécondité observée dans les 10 dernières années, c'était peut-être un report. Les gens attendaient d'être plus âgés pour avoir des enfants, mais que, in fine, ils auraient deux enfants et donc la fécondité se maintiendrait. Or là, on a le premier indicateur qui montre que, non, notamment chez les jeunes, il y a deux, c'est un maximum. 3 et plus, c'est plus tellement envisagé alors que c'était envisagé avant. 1 est plus souvent envisagé que ça ne l'était avant. Et aussi, il y a 10% des jeunes qui ne veulent pas d'enfants du tout. Donc ça, c'est vraiment nouveau, ce souhait de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est un changement. Ça montre qu'il va y avoir une baisse de la natalité à venir. Mais il y a des solutions qui peuvent être envisagées. J'ai pas parlé, peut-être un mot sur l'immigration. L'accroissement de la population tient à 2 facteurs, de l'écart entre les naissances et les décès et de l'écart entre les entrées sur la population et les sorties de la population. Donc en France, le moteur principal reste les naissances, mais un autre facteur d'accroissement de la population tient au solde migratoire, donc au fait qu'il y ait plus d'entrées que de sorties. Donc, c'est des questions à venir sur la place de l'immigration, sur la croissance de la population. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Merci, Madame Payet. Vous avez parlé de la France, vous avez évoqué les points critiques, les faiblesses en France. Le professeur Villari, j'avais oublié de dire qu'il est démographe, recteur de la grande université Bocconi, mais il est surtout professeur de démographie. Il a écrit un très beau livre que je vous suggère de lire demain et aujourd'hui, publié il y a un an environ. Un livre très intéressant que je vous conseille de lire. Mais il y a une particularité, une spécificité italienne par rapport à la France. Comment peut-on mesurer tous ces aspects différents dans le cadre donc d'une comparaison avec la France? Non, le micro n'est pas. Le micro est presque déchargé. Ce micro. Non, il faut changer. Merci, madame, de lui donner un autre micro. Parce que le sien, il est presque à plat. Voilà. Voilà, c'est mieux. Merci. Donc, je disais que la spécificité italienne, bien évidemment, dire que la démographie française est un problème, c'est difficile à accepter pour nous puisque nous considérons que la France est toujours un modèle. Mais bon, je vais faire une petite comparaison. Eh bien, il est vrai qu'il y a le problème des naissances. Évidemment, en France, il est vrai que le taux dépasse 1,6, mais les naissances en 2024 s'élèvent à 370 000. En France, 630 000 enfants, si je ne m'abuse. Eh bien, il y a une différence entre ces chiffres. Et pourtant, ce sont 2 pays qui avaient une même structure de population il y a 20 ans. Et donc, ça nous fait réfléchir à tout un tas d'éléments. Par exemple, quand on étudie
la composition des équipes de foot, eh bien, on se rend très bien compte de cette différence. Bon, la démographie italienne, on l'a déjà dit au début de notre échange, c'est l'ambassadeur et Madame Bonetti qui l'ont dit. La démographie italienne est une démographie que nous avons qualifiée de exceptionnelle, extraordinaire. Comme le disait Tocqueville, l'exception américaine. Bon, ici, il est question de l'exception ou du caractère exceptionnel italien. Comme l'a dit Madame Bonetti, l'Italie est un des pays les plus longèves au monde. 83,4 ans, c'est l'espérance de vie en 2024. L'Italie connaît un taux parmi les plus bas de fécondité. En 2004, nous avons battu un autre record négatif qui a battu le record précédent de 1995. C'est une année importante parce que tous les articles que j'ai lus, j'ai pu les utiliser pour ma progression de carrière. 1,19, c'était en 95, 1,18 en 2024. Mais en 1995, il y avait encore beaucoup de naissances par rapport à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en 95, il y avait tout un tas de parents potentiels et c'était les baby-boomers, n'est-ce pas? Le pic, c'était 1964 en Italie. Aujourd'hui, encore, l'année de naissance avec la population la plus nombreuse, ce chiffre, 1,035 million. Donc, 1,035 million par rapport à... Donc, en 95, les gens n'avaient pas beaucoup d'enfants, mais c'était quand même suffisant pour ne pas inquiéter les démographes. Donc, c'est un autre record. Longévité, faible natalité, cela signifie que l'Italie est un des pays les plus vieux au monde. Nous sommes battus par la principauté de Monaco, qui est le pays qui a le plus vieilli au monde. Et puis, il y a le Japon et l'Italie. Donc, on est troisième. Donc, si vous voulez, ce sont des records de la population italienne, des records de longue date. Le record de la longévité, eh bien, on est très heureux. C'est un record important. Nous allons le défendre comme on le pourra. Donc, ce sont des chiffres très importants et les défis sont tout aussi importants. Parlons de la transition démographique. La transition démographique, selon la théorie des démographes, est le passage d'un monde où il y a beaucoup de naissances et beaucoup de décès. Un monde qui est devenu par la suite un monde avec peu de naissances et peu de décès. Par le passé, il y avait beaucoup de naissances et des décès tout aussi nombreux. Il y avait beaucoup d'enfants par le passé et ceci était vrai dans tous les pays du monde. Le présent, c'est une situation que l'on ne connaît pas au point de vue théorique. On pourrait peut-être atteindre un équilibre entre les naissances et les défis, ce qui n'existe pas en Italie et qui a existé en France. Mais cet équilibre tient aussi à la structure d'âge de la population. Les structures historiques d'âge prévoyaient un grand nombre d'enfants. C'était la pyramide démographique. La pyramide démographique, c'était un monde où le groupe le plus nombreux, c'était le groupe qui était à la base, donc les plus petits. Et puis, au fur et à mesure du vieillissement, la situation changeait. Quand on a mis à point cette technique statistique, il n'y avait que les pyramides pour illustrer ceci. Il n'y avait pas d'autres graphiques. Aujourd'hui, les graphiques sont différents. En Italie, il est question d'un navire, un bateau avec les sexagénaires. Donc, ceux qui sont nés en 1964, 61 ans. L'une des raisons pour lesquelles la France connaît beaucoup de décès aujourd'hui tient aussi de la structure d'âge de la population. Il y a beaucoup de décès pour une population qui a vieilli. L'Italie connaît beaucoup de décès parce que sa population vieillit, certes, mais également parce que les Italiens n'ont pas beaucoup d'enfants en moyenne. Donc, nous sommes quelque part une exception. Je voudrais
évoquer non seulement le nombre de naissances, mais également expliquer ce que le nombre moyen signifie. 1,18, Italie, France, 1,60 comme nombre d'enfants. Je vais dire ça comme ça. Le problème est la vitesse du changement, la rapidité du changement. 1,60, 1,8, bon, c'est encore un chiffre pas trop loin de 2, comme quoi on aurait un équilibre ou un changement plutôt lent. S'il y a une réduction, eh bien cette réduction, cette décroissance est lente, qui peut être compensée par les immigrations. La situation italienne, depuis 30 ans, s'approche de un enfant. Et donc, chaque génération est suivie d'une génération qui est beaucoup moins nombreuse. Si on parle de la Sardaigne, en Sardaigne, vous avez moins d'un enfant, un peu comme la Corée du Sud, parce qu'on sait que la Corée du Sud est le pays qui a le plus faible taux de fécondité. Donc, la démographie italienne est certes exceptionnelle, mais elle est aussi l'illustration d'un changement très rapide. Ça veut dire un vieillissement très rapide de la population. Et il est difficile de s'adapter à cela. Cela signifie dépeuplement rapide, surtout dans certaines zones du pays. Parce qu'il faut savoir que l'un des problèmes liés à la démographie est celui de l'immigration ou le phénomène migratoire. Donc, le caractère exceptionnel de l'Italie se décline sur les territoires. Et sur les territoires, ceci donne lieu à une vitesse de changement, à une rapidité de changement sans précédent. Les démographes non plus ne sauraient faire appel à des manuels qui pourraient les aider à relever un défi aussi rapide. Longévité, on est très content, n'est-ce pas? Encore faut-il à considérer quelles sont les conséquences sur le système de retraite, comme l'a dit Madame Bonetti. On est très longève, 83,4 ans. Eurostat a chiffré et calculé la durée moyenne du temps de travail, du temps passé à travailler chez les Européens. Eh bien, l'Italie est la pénultième, 33 ans, c'est la durée du temps passé à travailler. C'est un chiffre très bas parce qu'on part à la retraite assez tôt, mais surtout parce qu'il y a très peu de femmes et très peu d'hommes qui travaillent, parce que nous avons un taux d'emploi qui est parmi les plus bas en Europe, dans l'Union européenne. C'est un aspect qui mérite d'être analysé et pas seulement sur la longévité ou la faible natalité. Et puis, il y a donc la question de la rapidité des changements. D'ailleurs, la rapidité des changements a été quelque part compensée par une immigration rapide que l'on a connue en Italie. L'Italie, qui n'était pas un pays d'immigration, eh bien, en 2024, l'Italie bat un autre record, c'est-à-dire la part d'étrangers résidents et même le nombre d'étrangers résidents, 9,2%, 5,4 millions d'étrangers dans certaines zones plus développées au point de vue économique, on arrive à 20%. Nous avons 2 millions de citoyens naturalisés qui ont donc pris la nationalité italienne. Si on considère pas ces chiffres, eh bien, on reviendrait à l'Italie, à la photo de l'Italie dans les années 50. Cette situation a été un peu dissimulée, cachée par la migration, mais tout de même, elle a profondément changé la situation et la photo de la population italienne, avec tout un tas de défis importants qu'il faut relever, surtout à l'échelle locale. Merci, professeur Villari. Je voudrais faire tout un tas de remarques après vous avoir écouté, avant de donner la parole à Ariane. Une curiosité que j'ai. Pourquoi la Sardaigne connaît-elle ce faible taux de natalité? Récemment, j'ai lu quelque chose, mais ça m'intéresse, parce qu'après Ariane,
me dira quel est le poids de l'aspect culturel au-delà des aides économiques dont peuvent bénéficier les couples. Quand on interroge des femmes qui ont étudié l'âge de l'accouchement du premier enfant est retardé, non pas seulement parce qu'il n'y a pas suffisamment de subventions. Pour la Sardaigne, bon, pour bien répondre à cette question, j'aurais besoin d'un INED italien. Il faudrait développer les études concernant la Sardaigne. Mais on peut dire que l'une des caractéristiques de la transition démographique est le passage, la transition d'un monde où les enfants naissaient du couple. C'était normal et on est passé à un monde où l'on choisit plutôt de devenir parent. Donc, c'est une approche différente. Vous avez peut-être vu un spot publicitaire sur les diamants. Un diamant, c'est pour toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez du slogan de cette pub. Donc, il était question de fiançailles, de mariage qui étaient pour toujours. En tant que démographe, je vous dis que les choses ne sont pas passées comme cela. D'abord en France et puis en Italie. En Italie, on a des niveaux de naissance en dehors du mariage qui étaient inconcevables à une époque. La France, elle, a un record dans ce sens. Mais l'Italie, progressivement, s'approche de ceci dans certaines régions, dans certaines provinces. Donc, il faut penser à devenir parent et le diamant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est pour toujours, comme le diamant. Donc, il faut avoir un point de vue et une perspective de longue haleine, de longue période. Et c'est justement ce qui fait défaut dans certaines régions italiennes qui connaissent le moindre taux, les taux de natalité les plus faibles. On n'arrive pas à imaginer le futur, mais il y a également un paradoxe pour la Sardaigne. La Sardaigne est une des régions où il y a peu d'enfants et où il y a le taux de sortie de la scolarité parmi les plus précoces. Et ce n'est pas absurde parce que si je vis dans une région où les écoles ne sont pas particulièrement accueillantes, eh bien probablement ces enfants, je ne voudrais pas les avoir parce que ça deviendrait encore plus difficile que d'assurer leur scolarité. C'est une autre hypothèse qu'il faut considérer concernant la Sardaigne. Avant de donner la parole à Ariane, je dirais que j'ai lu qu'en Sardaigne, statistiquement, les femmes sont plus diplômées que les hommes, c'est-à-dire il y a plus de diplômés femmes que d'hommes. Donc, ce sont des femmes qui hésitent un peu à faire des enfants avec quelqu'un, avec un homme qui n'a pas étudié, qui est moins scolarisé qu'elle. Donc, c'est aussi un fait culturel, quelque part, hein, madame. Juste un point pour dire qu'en France, nous n'avons pas du tout ces différences régionales qu'on a et cette opposition nord-sud qu'on a en Italie, qui est vraiment une spécificité italienne. En France, on est beaucoup plus homogène sur le territoire. Il y a quelques spécificités régionales, mais très, très faibles. Alors, d'abord, avoir un enfant, comme Francesco l'a dit, c'est un engagement pour la vie. Hein, donc, et ça nécessite des conditions préalables. Et il y a 3 conditions essentielles. C'est d'abord être en couple. Qu'il soit marié ou pas, en France, ça n'a pas du tout d'importance. Comme l'a dit Francesco, les naissances hors mariage dominent par rapport aux naissances en mariage. Donc, ce n'est pas le mariage qui fait l'enfant, c'est l'union qui fait l'enfant. Donc, d'abord, être en couple. Alors, ce qu'on observe actuellement, c'est que les formes d'union sont de plus en plus diverses, qu'il y a aussi un processus de fluidité dans les unions et les jeunes générations prennent plus de temps à former une union et c'est pas la première mise en couple qui va être celle dans laquelle il va y avoir un enfant. Donc il y a une expérimentation de la vie de couple, une jeunesse qui se fait plus longue et on rapproche peut-être en ça la France se rapproche peut-être en cela de l'Italie où la jeunesse est plus allongée. Mais voilà, et donc il y a des diversifications des couples et un temps plus long pour se mettre en couple.
Deuxième facteur, avoir un emploi stable. Donc ça, c'est un facteur vraiment important, c'est que avant d'avoir un enfant, il faut avoir sécurisé sa situation financière et professionnelle. Et notamment pour les femmes, ça c'est un facteur qu'on observe depuis une trentaine d'années, c'est vraiment d'abord avoir un enfant, d'abord avoir sécurisé sa situation professionnelle, avoir obtenu la position qu'on souhaite avant d'avoir un enfant, parce que, on le sait, avoir un enfant a des effets négatifs sur les parcours professionnels des femmes, sur les salaires des femmes. Donc, il y a un mécanisme on s'assure un niveau suffisant avant d'avoir un enfant. Et avec la montée de la précarité de l'emploi, donc c'est un facteur qui joue sur le report des naissances. Avoir un emploi, mais aussi avoir un emploi avec des conditions de travail qui permettent d'avoir un enfant, notamment des horaires de travail qui permettent de s'adapter aux horaires des écoles et des crèches, avoir des horaires, si possible, ce qu'on appelle standard. Or, on a une montée des horaires de travail non standard, une montée des horaires du travail le samedi, du travail le dimanche, du travail le soir ou le matin, qui empêchent de mener une vie de famille. Et donc, c'est des facteurs de plus en plus évoqués par les jeunes comme pouvant limiter leur désir de fécondité. Ensuite, troisième facteur objectif, c'est avoir un logement. Donc ça, c'est un facteur très important en Italie, mais aussi en France, et notamment dans la période actuelle où on a une crise du logement, où on a une augmentation très importante du prix du logement, une raréfaction de l'offre de logements locatifs qui fait que s'installer, avoir une pièce en plus pour un enfant, c'est de plus en plus compliqué et ça joue sur le report des naissances. Autre facteur objectif, c'est le coût de l'enfant. Alors, il y a plusieurs coûts de l'enfant. Il y a le coût monétaire. Avoir un enfant, ça coûte cher. Que ce soit pour le faire manger, l'habiller, mais aussi les modes de garde, la scolarité, et ça coûte de plus en plus cher et de plus en plus longtemps. Donc, c'est des facteurs vraiment économiques qui jouent, donc ce coût financier. Et puis, il y a aussi un coût en temps, c'est-à-dire que élever un enfant, ça prend du temps, et ça prend de plus en plus de temps, parce que les normes en termes de parentalité sont en train de changer. Les parents supervisent beaucoup plus les enfants aujourd'hui qu'ils ne le faisaient dans les décennies passées. Ils investissent beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants, dans les activités qu'ils vont leur faire faire. Il y a aussi des nouvelles normes de parentalité bienveillante où on laisse les enfants s'exprimer, peut-être plus à l'italienne, mais en France, on adopte ces nouvelles normes de parentalité qui sont développées par des ouvrages pédagogiques, etc., et qui demandent beaucoup de temps et aussi une charge émotionnelle très forte pour les parents. Et donc, dans les travaux qu'on mène, quantitatifs ou qualitatifs, on voit que cette charge émotionnelle et la crainte de ne pas être un bon parent est aussi un facteur qui peut freiner la fécondité, parce que les exigences sont de plus en plus fortes. Et quand on regarde les amis et qu'on voit l'énergie que cela demande, les jeunes, dans des enquêtes qui ont été réalisées, montrent que la perte d'énergie, c'est aussi un facteur important qui peut limiter leur désir de fécondité.
Autre facteur, les inégalités de genre. Donc les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à l'égalité entre hommes et femmes, et le fait qu'ils anticipent qu'avoir un enfant, ça induit un déséquilibre dans l'emploi entre hommes et femmes, que aussi ça entraîne un déséquilibre dans la prise en charge des tâches domestiques et des tâches parentales. C'est aussi une anticipation qui fait que ça peut limiter le désir d'enfant. Et on voit par exemple dans les travaux qui ont été faits sur les intentions de fécondité, les couples égalitaires sont ceux qui veulent le moins d'enfants, parce qu'ils veulent préserver l'égalité au sein du couple. Et puis, il y a des facteurs plus subjectifs et qui sont très importants dans le contexte actuel, c'est la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, que ce soit la crise climatique, que ce soit l'environnement politique, l'instabilité actuelle, la guerre en Ukraine, etc., qui crée un environnement anxieux. Pourquoi avoir un enfant dans ce monde-là ? Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Et donc ça, c'est des nouvelles raisons qui font que se projeter et transmettre, parce que la transmission, c'est très important. Les gens veulent des enfants pour transmettre, et transmettre ce monde-là, c'est des questions qui se posent, et on observe dans les enquêtes que c'est aussi un frein au désir d'enfant. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs plus nouveaux. Ça marche ? Oui. Donc, d'autres facteurs, c'est là que ça marche plus nouveau. C'est une enquête qui a été menée auprès de jeunes. Donc, des facteurs comme la peur de l'accouchement, la peur de la grossesse, donc la peur d'avoir son corps se modifier, sont des nouveaux facteurs qui apparaissent. Aussi la perte de sommeil, enfin des facteurs liés à sa qualité de vie. Donc peut-être une individualisation plus grande et une priorité donnée à sa vie personnelle, à son couple, plutôt que la transmission vers les enfants. Alors bien sûr, quand même, c'est positif d'avoir des enfants, et les gens aussi dans les enquêtes disent que c'est une source de bonheur, c'est une source d'accomplissement. Enfin, il y a beaucoup d'aspects positifs au fait d'avoir des enfants, mais il y a aussi des freins, et sur certains de ces freins, les politiques peuvent jouer. Pour d'autres, c'est assez difficile de pouvoir jouer. Et en fait, elles peuvent jouer à travers la politique familiale, mais aussi à travers d'autres politiques. On a parlé de logement, donc la politique du logement. On a parlé d'emploi et d'horaires de travail. Donc c'est aussi pensée globale, c'est-à-dire penser aussi organisation de la vie sociale et organisation des horaires de travail, organisation du travail dans les entreprises. Donc c'est beaucoup plus large que la seule politique familiale, même si la politique familiale est importante. Elle est importante pour réduire le coût des enfants. Donc la France offre tout un ensemble de politiques qui sont combinées, qui sont vraiment importantes et qui ont vraiment joué sur le soutien de la parentalité. Donc d'une part, des mesures financières, que ce soit les allocations familiales ou les allocations de rentrée scolaire ou les allocations de naissance, ou, ce qui est très important en France, le quotient familial, donc c'est-à-dire la réduction des impôts pour les familles, et notamment pour les familles de 3 enfants et plus. Donc ça, c'est vraiment important. Donc réduction du coût de l'enfant. Aussi, mise en place de services de garde pour les enfants. Donc, bien sûr, les crèches, mais aussi l'école. L'école en France, il y a des horaires qui sont assez étendus, de 8h le matin jusqu'à 4h30 le soir, puis ensuite avec des gardes jusqu'à 6-7h, donc qui permettent aux femmes de travailler, parce que les femmes veulent d'abord travailler avant d'avoir des enfants. Donc le système de garde.
et puis aussi les congés parentaux qui permettent aux femmes qui préfèrent s'interrompre un moment pour élever leurs enfants de le faire, même si en France les congés parentaux sont très mal rémunérés et donc ils s'adressent principalement aux femmes peu diplômées qui travaillent dans des emplois mal payés, aux conditions de travail plutôt pénibles. Donc c'est un ensemble de mesures qui sont importantes, qui doivent être combinées, et c'est ça qui permet de maintenir la fécondité. Alors bien sûr, la politique familiale française a ses défauts, elle n'est pas parfaite, il y a des marges d'amélioration. Notamment, on a vu qu'elle soutenait principalement le troisième enfant. Or maintenant, les nouvelles analyses nous montrent que c'est avoir un premier puis avoir un deuxième qui est compliqué. Le coût du premier enfant est en fait bien plus grand que le coût du troisième, où il y a des économies d'échelle. On peut récupérer les habits du petit dernier pour les donner au suivant. Tandis que le premier enfant, il faut une pièce en plus. Donc le coût de l'enfant est bien plus important pour le premier. Alors il y a des évaluations du coût qu'aurait la mesure de mettre les allocations familiales au premier enfant. C'est très fort, c'est très élevé, c'est plusieurs milliards. Donc il y a des questions budgétaires qui sont à se poser, et donc c'est des arbitrages à étudier. Il y a aussi des questions d'inégalité qui sont importantes, parce qu'en fait, la politique familiale française, elle est ciblée soit sur les plus pauvres, soit sur les plus riches. Et finalement, on voit que les classes moyennes sont celles qui bénéficient le moins de la politique familiale. Et donc, en termes d'égalité et d'incitation aux naissances, donc, il y a des questions, des marges d'amélioration, et aussi des marges d'amélioration sur l'offre de mode de garde qui est toujours insuffisante par rapport aux besoins des familles. Grazie, dottoressa Payet. Merci, madame. La France a donc des problèmes qui ressemblent à ceux de l'Italie sur plusieurs points. Mais je voulais vous poser une autre question en lisant votre livre. Parlons de l'école. Il y a deux effets. Les effets des naissances sur l'école, sur les jeunes qui arrivent à l'école. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, dans Sole 24 Ore, nous avons vu que dans 10 ans, l'espace de 10 ans, 6 millions d'emplois seront perdus. Mais j'y reviendrai. Mais je voulais vous parler de l'école. Dans votre livre, notre école, l'école italienne, a été conçue il y a 100 ans, plus ou moins. Elle est restée la même. L'école élémentaire, la supérieure et la dispersion est très importante. Vous affirmez que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de perdre un seul enfant. Moi, je suis née à l'époque des baby-boomers. Le fait de perdre un seul enfant n'était pas important. Est-ce qu'il en va de même en France? Est-ce que c'est là un problème? Est-ce que vous avez un problème de l'école également? Alors, le changement et les institutions conçues dans un monde révolu changent rapidement. Comme Ariane l'a souligné à juste titre, la politique française est exceptionnelle. Elle est concentrée sur le troisième enfant. Le troisième enfant, aujourd'hui, en France, n'est plus la frontière de la natalité, de la fécondité, parce que désormais, nous ne reviendrons jamais à un monde où il y avait 2,5 enfants. Si tout va bien à l'avenir, nous
arriveront à 1,6, 1,8, comme c'est le cas en France. Et donc, le troisième enfant n'est plus un objectif. Mais j'en arrive à l'école, j'en viens à l'école. L'école en Italie, tout d'abord, une considération préalable. Le monde d'aujourd'hui a mis au cœur de la formation les enfants et l'investissement pour l'avenir. Philippe Arias le disait, la transition démographique est le passage du couple reine et roi à l'enfant roi. L'enfant roi est un enfant important. Notre école a été conçue pour un enfant qui n'est pas nécessairement roi. Elle a été conçue à une époque où il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait la pyramide. Et quelques-uns de ces enfants à l'école et cela repose sur la Constitution de 1948 et sur la réforme Gentile. On identifiait les enfants, on disait en plusieurs catégories, dont l'une était capable. Les Anglais disent "Ability is everywhere, opportunity is not". Donc la capacité est partout, l'opportunité, elle, ne l'est pas. Et donc, à y regarder de plus près, des idées dont nous pensions qu'elles étaient progressives, les capables, les méritoires, dans un monde différent, cela devient un problème. L'école avait été conçue dans un monde où il y avait la pyramide, où l'on pouvait faire de la sélection. C'était déjà négatif à l'époque. Hein? Deux Italiens l'ont dit, Maria Montessori et Don Milani, qui faisait toujours des analyses quantitatives de la mobilité de l'éducation entre les générations. Il disait, si tu es l'enfant d'un licencié, tu as des possibilités d'avoir ta licence toi aussi. Si tu n'es pas l'enfant de parents licenciés, tu ne le seras jamais. C'était une approche tout à fait inéquitable. Mais nous avons encore ce schéma, mais un schéma qui était peut-être approprié. Il ne l'était même pas à l'époque où nous avions beaucoup d'enfants, mais nous pouvions le tolérer quand nous avions beaucoup d'enfants, mais également quand on a 1,035 000 enfants nés pendant l'époque du baby-boom. Mais maintenant que nous avons 370 000 enfants, il faut vraiment penser à l'enfant roi. Et cet enfant roi, il faut le choyer, il faut bien le traiter. Nous ne pouvons pas dire « tu es capable, tu peux continuer tes études, tu n'es pas capable et tu finiras, tu dois abandonner l'école ». Normalement, en Italie, à la deuxième année de collège, on décide du destin des individus. Ce sont les données qui l'attestent. C'était bien par le passé, mais pas pour aujourd'hui. Et puis, il y a un autre problème supplémentaire. Dans un pays qui accueille des enfants venant du monde entier, dont certains sont nés en Italie, donc des ressortissants qui sont nés en Italie, d'autres qui arrivent après. Donc, il y a un problème supplémentaire. Pour ceux qui arrivent à un certain âge, jeunes, bien sûr, mais il faut davantage de temps pour rattraper le retard, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Donc, faire une sélection à 12 ans, par exemple, pour un enfant qui arrive en Italie à l'âge de 10 ans, cela marque déjà l'avenir de cette personne pour toujours. Une autre donnée où il y a des différences entre la France et l'Italie. L'Italie a fait enregistrer un record des personnes licenciées, 31,6 % de jeunes, un record absolu. C'est faible, mais sans précédent. En Corée du Sud, 70 % de jeunes licenciés. C'est peu, mais ils étudient tous chez nous, 31 %. La France, je n'ai pas les données en tête, mais plus de 50 % les jeunes qui ont une licence à l'université. Mais en tout état de cause, c'est une société
où l'enfant roi est pris au sérieux et aidé dans ses études. Nous devons changer de système scolaire pour tenir compte de la démographie italienne. Nous devons comprendre que nous devrions promouvoir les enfants, les encourager. Certes, quelques-uns de ces enfants ne sont pas nés en Italie et nous ne pouvons pas relever le défi de la transition démographique avec le taux de licenciés le plus faible d'Europe. Il faut plutôt aller vers la Corée du Sud et le Japon, donc 70%, mais pour ce faire, et je dis cela avec ma casquette de professeur d'université, l'université ne suffit pas. Il faut une école qui prépare les jeunes à aller à l'université. Et c'est l'un des thèmes dont on discute très peu. On évoque peu ce thème parce que il est très difficile d'envisager des réformes systémiques. Le long terme, ce n'est pas seulement la natalité, ce n'est pas seulement la retraite, mais également l'école, les politiques pour les jeunes. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait une grande réforme de l'école en Italie, un nouveau 1923, adapté à la situation d'aujourd'hui pour permettre aux talents de s'épanouir, parce que nous avons quelques talents en Italie. C'est un thème qui est peu débattu. Par ailleurs, Madame Bonetti, je m'imagine que vous avez beaucoup de difficultés pour faire approuver au Parlement une grande réforme de l'école. Mais pour le bien de la société, il faut raisonner sur le long terme. Il faut, par exemple, s'inspirer des politiques familiales françaises. Cela, on l'a fait à partir du Family Act et d'autres changements législatifs en Italie. Nous nous sommes inspirés de la France, mais nous devons avoir le courage de regarder le long terme sous plusieurs angles. Il faut partir des enfants, cela signifie partir de l'école. Je fais une dernière remarque et je conclus. Le dernier cas de politique unissant la natalité et l'école est l'Allemagne. L'Allemagne, à un moment donné, avec son ministre de la Famille, Ursula von der Leyen, a décidé que tous les enfants, à partir de l'âge d'1 an, tous, 100%, voilà le but, aura une place à la crèche, une place aidée, bien sûr. Cela a un impact assez faible sur la natalité parce que le taux de c'est un petit pas, mais c'est un changement de paradigme pour aller vers cet enfant roi dont je vous parlais. C'est un peu la voie sur laquelle nous devons nous engager. Ce sont des changements radicaux. Un tel changement en Italie, Madame Bonetti me dira que le budget ne permet pas d'aider tous. Moi, en tant que président de Bocconi, je dois être réaliste, n'est-ce pas? Mais nous devons toujours considérer qu'il faut vraiment miser sur les enfants et les jeunes, car cela permet aux parents d'avoir moins peur de l'avenir, parce que ce que Ariane a décrit, y compris dans un pays qui est le berceau des politiques de la famille en Europe, là aussi, les jeunes ont peur d'être parents. Et nous pensons au troisième enfant, la sélection à l'école. Non, nous devons plutôt penser de manière différente cette transition démographique. Avant de donner la parole à Madame Ariane Faïlé, pour conclure ce tour, il y a des questions. Professeur, hein, quelle est la condition des jeunes générations? En tant que professeur, êtes-vous content de ces jeunes quand ils arrivent dans votre université? Nous avons de la chance. Nos étudiants sont merveilleux. Après les étudiants italiens, eh bien, il y a les étudiants français qui sont les plus nombreux. Ils sont magnifiques eux aussi. On est très fiers de ça.
La réponse officielle fondée sur les données, c'est qu'il faut considérer les données invalsi, après les tests invalsi. Moi, les garçons que les filles restent plus longtemps à l'école. Donc, la dispersion scolaire, l'abandon scolaire ne concerne plus les garçons. Moins de 90% arrivent à la fin des études secondaires. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont des connaissances appropriées d'italien, de mathématiques. Donc, à partir de mon observatoire, eh bien, je peux dire que les garçons sont bien préparés. Mais sur la base des résultats des tests scolaires, eh bien, 50% des jeunes qui vont passer le bac n'ont pas de connaissances appropriées. Donc, si mon objectif ambitieux était de les conduire à l'université pour qu'ils puissent se diplômer, eh bien, je sais que 50% d'entre eux, donc à la fin des études supérieures, du cycle supérieur, n'ont pas les connaissances suffisantes pour aller à l'université. Mais ce n'est pas la faute aux jeunes, parce que le talent est partout. C'est un problème d'opportunité, parce qu'on ne donne pas à ces jeunes les bonnes opportunités. Et je dois dire que nous avons en Italie encore une mentalité, si je puis vraiment être franc, une mentalité punitive. Il ne faut pas penser qu'on peut assurer l'éclosion des talents en se fondant sur la punition. Le talent en Italie ne sont pas moins importants qu'en Corée du Sud ou en Scandinavie. Par contre, on est un peu hanté, un peu obsédé par la punition, par le comportement, la conduite, tout un tas d'aspects punitifs. On est obsédé par ça. Mais il faut savoir que ce monde n'existe plus. On ne peut plus se permettre de raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que, du coup, surtout les garçons, mais également les filles, quand ils n'arrivent pas à atteindre ces objectifs scolaires, eh bien, ils deviennent les NEET, c'est-à-dire ils ne travaillent pas, ils ne font pas de formation, ils n'étudient pas. Donc, l'Italie est encore le numéro 2 en Europe de jeunes qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas. Et ce ne sont pas des diplômés, ce sont des jeunes, des garçons et des filles. Ce sont des garçons et des filles qui ont reçu une formation insuffisante, qui ont eu du mal à atteindre certains objectifs. Mais ce n'est pas la faute aux jeunes. Sur ce point, je suis pour et avec Don Milani. La responsabilité, c'est aux adultes. Et nous devons prendre cette responsabilité sur nos épaules. Madame Payet, pour conclure rapidement, après il y aura les questions du public. En France, on connaît un moment politique très complexe, n'est-ce pas? En tant que spécialiste suprême en la matière en France, qu'est-ce que vous pourriez suggérer à votre administration? Quelle serait la mesure la plus urgente et la plus utile dans ce domaine? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer ou demander? Difficile question. Comme je le disais, ce n'est pas une seule mesure qui va résoudre tous les problèmes. En fait, il faut raisonner de façon globale et articuler un ensemble de mesures. Donc, investir dans le premier enfant plutôt que dans le troisième, c'est sans doute la première étape, mais en combinant tout un ensemble de mesures et en les articulant. Voilà, il n'y a pas une mesure phare qui va résoudre les problèmes, mais il faut voir de façon globale un ensemble de politiques dans différents domaines, donc l'emploi, l'éducation, le logement, la famille, donc tout un ensemble de mesures. Merci. Excusez-moi si j'ai posé une question un peu farfelue, mais évidemment, toutes ces politiques sont très complexes. Madame Bonetti le sait très bien.
Elle le sait mieux que nous. Mais parfois, il faut tout de même commencer quelque part, hein. En Italie, on a édicté le chèque universel, une allocation universelle qui est quelque chose de différent du quotient familial français. Nous avons encore une dizaine de minutes pour le débat, pour les questions à partir du parterre. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez vous lever, mais vous munir d'un micro pour la traduction. Voilà. Oui. C'est une question pour Madame Bonetti. Moi, j'étais immigrant à un moment donné. Alors, je voudrais savoir s'il y a une modalité possible pour faire en sorte que la présence des immigrés soit utile pour renflouer les caisses de retraite. Je pose cette question en sachant qu'il y a beaucoup de désinformation en la matière. Il y a un développement de la haine sociale contre les immigrés. En réalité, je pense que les études démographiques nous parlent d'un apport des immigrés important. Il faut remplir la baignoire, comme on dit. Je pense que leur apport est important, mais dans quelle mesure leur apport est important du point de vue du système de retraite? Et si l'apport des immigrés est important, peut-on faire en sorte qu'il soit visible, que les gens le sachent? Par exemple, dans les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, peut-on vraiment parler du rôle des immigrés dans la formation des caisses de retraite et leur rapport au système de retraite, des retraites dont ils vont bénéficier, eux aussi, évidemment, à un moment donné. Oui, en réalité, je pense que le professeur Villari pourrait répondre à ces questions mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un sujet que ma commission est en train d'analyser, c'est-à-dire le problème de l'immigration, qui est une variable très importante qui influence énormément la situation de la productivité actuelle en Italie. Donc, la part du PIB qui découle du travail des immigrés, s'il n'y avait plus de migrants ou d'immigrés en Italie, eh bien, l'Italie aurait une situation insoutenable au point de vue de la productivité. En ce qui concerne les retraites, eh bien, malheureusement, l'immigration aujourd'hui en Italie est quantifiée sur la base de métiers à bas salaire, donc à faible revenu et peu productifs. Donc, il faut se poser la question de savoir comment on peut améliorer la qualification professionnelle de ces immigrés pour augmenter la productivité, pour qu'ils puissent participer au système de retraite. Quelqu'un pourrait dire que si la part d'immigrés devait avoir un poids excessif sur ceux qui seront les retraités de l'avenir, la situation serait négative. Mais je pense qu'il y a toujours un solde positif. Il faut mettre en lumière l'importance de l'apport quantitatif des immigrés. Ça fait partie du défi que nous devons relever, c'est-à-dire mettre au clair le fait que l'impact de la politique migratoire sur l'emploi est quelque chose de très important. La Commission est en train de collecter les toutes premières données qui nous disent qu'il est important de brosser un premier tableau systémique. Je pense pouvoir dire, après avoir écouté les différents membres de la Commission, qu'aujourd'hui, le levier migratoire pour la formation, pour l'éducation des immigrés est un levier que l'Italie doit encore développer et dont l'Italie ne peut pas se passer si l'Italie souhaite vraiment avoir des politiques stratégiques en matière de transition démographique. Au micro, s'il vous plaît.
Donc, cette queue de questions doit être posée au micro. Il faut être plus pacifique quand on parle d'immigrés. On lit tout ce qui se passe tous les jours par rapport aux immigrés. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, il faudrait dire que cet apport des immigrés est important au point de vue des retraites. Ce serait très bien, y compris pour apaiser, si vous voulez, la société, pour la pacification de la société italienne. Y a-t-il d'autres questions pour nos rapporteurs, pour nos invités? Vous avez posé un problème très important, une question importante. Peut-être Madame souhaite répondre. Alors, peut-être un déplacement du regard en regardant le contexte français. Donc, c'est vrai que en France, la question est celui du coût de l'immigration en termes de prestations sociales, et dans certains discours politiques, les immigrés sont stigmatisés justement parce qu'ils coûteraient beaucoup au compte public. En fait, les estimations qui ont été faites montrent que si on fait la balance des coûts et des bénéfices, en fait, il n'y a pas de coût de l'immigration sur les finances publiques. Donc ça, c'est des travaux qui ont été montrés. D'autres travaux ont été faits sur l'apport à la croissance de l'immigration et montrent que l'immigration a un effet positif sur la croissance économique. Donc ça, c'est des travaux d'économistes très sérieux. Voilà, une vision objective et scientifique des choses qui montre un effet positif de l'immigration et pas de coûts supplémentaires liés à l'immigration. Malheureusement, ces évidences scientifiques ont du mal à diffuser ou à être entendues. Et c'est vrai que l'immigration est un sujet très chaud politiquement et voilà, ces faits objectifs ne sont pas entendus alors qu'ils sont diffusés par les scientifiques, mais ils ne sont pas entendus par le plus grand nombre. Sì, prego. No, io volevo aggiungere, se poi... Quant à moi, je voudrais ajouter que la démographie et l'immigration sont des sujets qui doivent être dépolitisés. Il ne faut pas les soustraire au débat politique. Oui, il est important de dépolitiser. Il est important de jeter les bases scientifiques du débat. Moi, j'essaie toujours de célébrer l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Il a été fondé il y a 80 ans par le général de Gaulle, qui a nommé le premier directeur d'INED. L'INED reste le plus grand institut d'études démographiques au niveau mondial. Donc, il faut regarder le long terme. À la fin de la Première Guerre mondiale, là, les motivations étaient liées un peu au thème militaire. Nous ne pouvons pas nous en cacher, mais les politiques qui ont abouti à la création d'un système qu'il faut moderniser, comme l'a dit Ariane, ont été des politiques bipartisanes. Ce n'est pas les politiques des socialistes différentes des politiques des gaullistes. Le monde a changé et cela a changé également. Mais des politiques qui n'étaient pas remises en cause. C'était des politiques quasiment inconstitutionnelles. C'est un peu comme l'école. Il faut regarder le long terme. Si l'on déplace le regard sur le long terme, alors on peut, par exemple, le Family Act, ce fut un moment de grand consensus au niveau de tous les partis, tous partis confondus. Mais je voudrais parler à nouveau de l'école, coût-bénéfice. Si nous investissons sur l'école et que nous améliorons le dit capital humain des enfants d'aujourd'hui, nous aurons, au cours des 90 ou 83 ans, nous aurons un retour sur cet investissement. L'approche démographique à la finance publique est fondamentale, car cela nous permet de comprendre quand un investissement est un coût. Parce que, comme l'a dit Ariane, le coût de l'immigration, évidemment, à court terme, dans certaines circonstances,
il faudra dépenser davantage pour certaines politiques d'intégration. Mais si nous regardons, nous avons une perspective de long terme, ce coût, comme c'est le cas pour les investissements financiers, n'est-ce pas, devrait avoir un retour. Si vous me le permettez, si nous augmentions demain les retraites à hauteur de 10% et non pas l'investissement dans l'école, nous nous rendrions compte que cette augmentation du coût des retraites est moins un investissement sur l'avenir. Je m'excuse, je dis des choses assez simples. L'investissement sur l'école vaut davantage qu'un investissement sur les retraites. J'ai 55 ans, je suis très sensible sur les retraites à l'avenir. Je ne suis pas insensible, mais en tant que scientifique social, là, il faut regarder les données. La science est importante. La France a l'INSEE, l'Institut de statistique, mais l'INED également. Il faut les données, il faut la science pour pouvoir regarder le long terme et peser l'impact des politiques. Madame Bonetti, donc la naissance d'un INED en Italie pourrait être une proposition à soumettre à qui de droit. Le micro. Le micro. Ce n'était pas prévu, mais oui, parfaitement à l'heure. Je voudrais remercier tout d'abord nos rapporteurs, notre modérateur et Madame Bonetti. Merci pour ce débat. Je pense que c'est un excellent début pour notre cycle de débat. Nombreux sont les thèmes que nous avons à traiter, mais je vous remercie parce que vos apports d'aujourd'hui nous permettent de commencer à travailler. Merci de tout cœur et merci à l'assistance. Merci de votre présence ce soir. Grazie.